Alors, mille excuses, j'ai pas publié de vidéo depuis vraiment un bail, mais je suis désolée, on a fait vraiment énormément de choses et surtout la plupart des séquences vidéo que je vous avais filmées sont inexploitables parce que il y avait vraiment trop de vent, donc on entend dans le micro, c'est une horreur. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous publier la majorité des images que j'ai tournées au mois de mars et ensuite à partir d'aujourd'hui, on essaye de repartir sur des bonnes bases et j'essaierai de prendre le micro moumoute, même si je vous le garantis pas. Mais voilà, donc là, je vais vite fait vous raconter ce qu'on a fait. Donc déjà, on a eu énormément de naissances. On a eu 5 chevreaux donnés de 3 mères différentes. Et on a eu 4 agneaux en plus des 2 qu'on avait eu déjà début décembre. Donc ça fait vraiment un petit cheptel qui commence à vraiment augmenter. Alors franchement, les agnelles, ça s'est super bien passé. On n'a eu rien à faire. Toutes les mises bas se sont faites super simplement. Les petits ont trouvé facilement les mamelles. On n'a pas eu à attraper les brebis, etc. Tout était nickel. On a juste eu en fait à passer la bombe sur le cordon pour le désinfecter et placer les anneaux pour raccourcir les queues. Pour les chevreaux, alors en fait ça s'est bien passé, hein, je vous spoil le truc, mais par contre comme c'était la première fois qu'on avait des mises bas de chèvres, puisque ça fait que 1 an qu'on les a, on savait pas si ça allait bien se passer ou pas, c'était des animaux qu'on n'avait jamais vu mettre bas, donc voilà, on s'est préparé à tout, à devoir intervenir, à replacer le bébé s'il était mal placé. Alors ça franchement, j'ai beau lire plein de trucs, regarder des vidéos, j'ai l'impression que tant que vous l'avez pas fait en vrai, vous saurez jamais le faire. Et moi, j'ai vraiment une appréhension en fait sur ça parce que j'ai l'impression que sur le coup, je vais avoir vraiment beaucoup de mal à le faire. Donc heureusement, on n'en a pas eu besoin. Ça s'est super bien passé. Par contre, il a fallu un petit peu plus guider et aider les petits. En fait, je sais pas si vous voyez, mais là, par exemple, il y a une petite tétine qu'ils ont tétée qui est toute petite et l'autre, en fait, qui est énorme. Donc, on a dû traire un petit peu à la main pour évacuer la pression due à l'œdème, en fait, post-naissance, où elle a un pic de lait énorme, en fait. Donc, il est ultra plein. Et donc, du coup, il a fallu traire un petit peu pour que la tétine redégonfle et qu'ils puissent, en fait, la prendre parce que sinon, elle est tellement grosse. Ils avaient vraiment du mal. Et les chèvres, en fait, elles avaient mal. Donc, elles se laissaient pas vraiment faire. La troisième, par contre, c'était la chèvre qui était un peu sauvage. Vous savez, il y avait 2 chèvres très très sociables qu'on a traitées toute l'année, qui n'avaient aucun souci. Mais celle que vous voyez là sur les images dans la pâture, alors elle, c'est une catastrophe. Même pour les vermifuges, on n'avait jamais réussi à l'attraper. En fait, c'est pas dur. Depuis qu'elle est là, on n'a jamais touché à cette chèvre, quoi. Elle est fuyarde comme pas possible. C'est impossible de l'attraper. Donc du coup, on l'a laissée au terrain jusqu'à la mise bas parce qu'on voulait pas non plus lui courir après et la stresser pour qu'elle avorte, quoi. Donc on a attendu qu'elle mette bas. Et donc là, en fait, sur les vidéos que vous voyez, elle venait vraiment juste de faire, quoi. Les petits étaient... Enfin, moi, quand je suis arrivée, ils étaient encore tout mouillés, quoi. Et là, en fait, c'est un peu plus facile parce qu'à partir du moment où ils sont bien imprégnés, la mère, elle va vraiment être attirée par ces petits comme de la glu, quoi. Donc, il suffit de prendre les 2 petits sur le bras et la mère vous suit à peu près. Vous pouvez pas l'attraper, mais elle vous suit à peu près. Donc, en fait, ça m'a permis de la guider dans le parc de contention qu'on avait fait exprès pour quand il y avait des prises de sang de prophylaxie à faire. On l'a guidée là-bas. C'est un peu compliqué parce qu'elle se méfiait, mais au final, en mettant un petit peu de grain dans l'auge où ils ont l'habitude d'être nourris, on a pu fermer le parc de contention et l'attraper, la charger dans la moutonnière et revenir au terrain devant la maison pour la mettre à l'abri avec les autres dans la bergerie pour que les chevreaux et ainsi que tous les agneaux en fait soient sains et saufs parce qu'il y a un renard qui rôde. On a même une alerte de la chambre d'agriculture, comme quoi il y avait eu des attaques de loups juste à côté de chez moi. Donc on a fait hyper gaffe, on a tout ramené, vraiment tout ce qu'il y avait à mettre bas, on l'a mis vraiment devant la maison, on a mis la caméra, enfin il y avait tout ce qu'il faut pour que ce soit bien surveillé et qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Donc parallèlement à ça, on a fait un petit peu quand même de tri dans la grange pour essayer de récupérer tout ce qu'on pouvait. Donc là, on a trouvé par exemple cette grande planche que mon grand-père avait dû faire avant de mourir, j'imagine. Elle est vraiment brute de décoffrage. Donc au rabot, en fait, j'ai vraiment passé
partout pour essayer d'enlever les grosses traces de scie, quoi. Et après un petit coup de ponçage et on a pu vraiment le remettre bien nickel. J'ai passé un petit peu de cire dessus et voilà, le truc il est nickel. Donc ça nous servira de plan de travail. Ensuite, on a fait pas mal de bois pour ranger un petit peu au terrain la pâture qu'on a ramené et puis bien empilé sagement. Voilà. Après, on a fait des petits trucs sans importance que je vous ai pas filmé. On s'est fait engueuler par la factrice parce qu'on n'avait pas de numéro sur notre boîte aux lettres. Donc, je vais faire un beau petit truc cottagecore. J'ai intégré la boîte aux lettres dans le mur. J'ai fait l'enduit tout autour pour que ça fasse bien propre. On a fait une petite dalle aussi parce qu'on va faire un escalier pour monter à l'atelier en haut. Donc ça, en fait, ça va être dans les semaines à venir. Il faut qu'on fasse ça, la rambarde de protection. Enfin, on a pas mal de petits bricolages comme ça à faire pour améliorer un petit peu le garage et qu'il soit vraiment clean. Tout ce côté du mur qui s'était effondré, on voit très bien en fait la délimitation entre la partie que j'ai montée et l'ancienne. Alors au départ j'étais contente de moi, maintenant je vois tous les défauts en fait. Mais bon, ça tient, c'est le principal, au pire si ça retombe on recommencera. Il faut qu'on coupe tout le lierre pour que je puisse finir parce qu'en fait là on croit qu'il manque 2 rangs, mais en fait tout là il manque aussi un rang depuis très longtemps, mais j'aimerais que tout soit au même niveau comme à l'origine et ensuite mettre des petites tuiles courbes à l'envers, une à l'endroit dessus comme ça avait été fait, parce que j'ai vu il y a un endroit qui est intact, 1 mètre d'intact et dessus il y a des tuiles. Donc on va faire ça pour essayer de protéger les pierres, qu'en fait l'eau ne rentre pas à l'intérieur, et il faut absolument qu'on essaye de lutter entre guillemets contre ce lierre. Parce que là, le mur est en train de complètement s'effondrer, quoi. Donc le lierre, oui, mais pas ici, quoi. Je le laisserai sur les arbres dans la forêt. Voilà. Donc cet énorme trou, je voulais le garder pour quand il fait beau, sauf que les chevreaux en ont décidé autrement, puisqu'en fait, ils s'amusaient dedans, c'était trop instable, trop dangereux. Donc en fait, dès que j'ai constaté ça, je me suis dit, allez, c'est bon, on a monté ça. Donc on en est là, il nous reste ce petit bout. Il nous reste que ça de pierre et ce qu'il y a tout là-bas. C'est pas parfait, mais c'est moins pire que ce que je pensais. Je pensais qu'on galérerait plus pour trouver les pierres en fait qui s'imbriquent dans la partie ici. C'est vraiment pas parfait, hein, mais ça tient bien par contre. La chèvre qui grimpe aux arbres pour manger le lierre. Là, ça fait plaisir de voir l'herbe pousser comme ça. Alors si à la nouvelle pâture l'herbe recommence à pousser tranquillement devant la maison, c'est pas encore le cas. En fait, elle n'a pas du tout repoussé depuis la sécheresse qu'on a eue cet été qui était terrible. On n'a pas eu du tout de pluie en début d'hiver et janvier, février, quasiment pas. Donc du coup, ça a vraiment du mal. Donc en fait, on fait une sorte de pâturage tournant, puisque juste à côté, en fait, il y a un pré de mon oncle qui est trop petit pour ses vaches, donc c'est pas facile à entretenir pour lui, donc on y passe les moutons. Et juste à côté, il y a le grand verger en fait des cousines de ma mère, donc c'est vraiment collé à notre terrain. Et il est à l'abandon ce verger parce que quand leur père est mort, il n'y a pas eu d'entretien après, donc il y a beaucoup d'herbes, beaucoup de rejetons, de pruniers, etc. Donc là, c'est l'idéal pour l'entretien par les animaux en fait. Donc nous, en fait, ça nous permet de faire tampon et on espère en fait l'année prochaine qu'il y aura une sécheresse moins importante. De toute façon, en débroussaillant énormément à la pâture, on a dégagé des nouvelles zones, donc il y aura plus de pâturage que l'année dernière. Donc même en cas de sécheresse, on aura plus de ressources. Donc je pense que l'année prochaine, on n'en aura pas besoin, même si on leur proposera peut-être de les passer un petit peu dans le verger de temps en temps, histoire d'entretenir quoi, et de couper le maximum. Mais voilà, en tout cas là, pour l'instant, ça nous a bien dépanné parce que le foin et tout c'est pas super épanouissant pour eux, ils aiment vraiment bien manger l'herbe verte quoi. Là du coup je viens de poser l'anneau sur la queue, donc je vais essayer de vous montrer comme il faut. Alors attends, lève le bras. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la muqueuse en fait. Donc moi je le pose vraiment au bout de la muqueuse, au bout du triangle. Voilà, alors là par contre on va faire une autre petite manipulation, je vais vous montrer. Ah, c'est où là? Donc déjà, alors qu'elle a moins d'une semaine, elle a déjà un petit tic ici. Donc nous, de toute façon, dans la caisse de soins pour les moutons qui est dans la bergerie, on a tout le nécessaire, dont un tire-tic. Et vous voyez que pourtant là, ils sont avec une trentaine de poules et ça ne suffit pas à gérer complètement les tiques. Hein. Donc bien sûr, il y en a moins qu'au terrain, mais il y en a quand même. Hein. Donc voilà la bestiole. Ensuite, vous l'écrasez bien, sinon il va aller sur quelqu'un d'autre. Et moi, je le donne aux poules, comme ça disparaît.
Et on est sûr qu'il n'y a pas de reste. Donc ça, indispensable. Si vous avez des chiens, c'est pareil, pour vous aussi. Donc nous, on en a 4 des comme ça. Donc voilà, tout ça, c'est leur petite boîte de soins. Alors, pour les cordons, c'est ça qu'on met. Oxytétracycline, c'est un petit antibiotique, on va dire, pour désinfecter. Alors, on avait pris ça quand on était débutant. Maintenant, je pense que quand on l'aura fini, on fera avec des façons plus simples. Apparemment, sur Discord, on m'a dit juste avec de la bétadine, ça suffit. Donc, on fera avec de la bétadine. Voilà. Mais en tout cas, on a ça. Regardez, elles sont toutes en train de pondre, là. C'est la vraie usine. Voilà, donc là on a enlevé toutes les pierres. Il y en avait 2 qui étaient énormes que Abdel a dû couper avec une disqueuse et un disque à pierre pour les évacuer, parce que sinon c'était vraiment trop lourd quoi. Et tout le reste c'était lourd, mais on les a gardées entières parce que je veux les récupérer pour faire un pavage devant la bergerie, puisque là en fait à force du piétinement, comme ils sont beaucoup plus nombreux qu'avant, il commence à y avoir de la boue et c'est tellement tassé que ça a du mal à s'infiltrer. Donc là, on vient de mettre une bâche de récup. Alors en fait, c'est juste parce qu'au départ, on voulait faire une chape. Sauf que là, en fait, on est vraiment dans un coin du garage qui donne après sur la chaudière juste à côté. Et c'est un petit peu en pente. Tout le garage est un petit peu en pente vers là. Donc avant, on passait le jet. Mais c'est pénible parce que le garage reste humide en fait vraiment longtemps. Et on n'a pas vraiment une pente qui permet d'évacuer tout ça. On aurait pu faire une pente vers là avec la chape, récupérer l'eau ici ou la faire sortir par là-bas. Mais c'est plus compliqué. Donc ce que je m'étais dit, c'est que là en fait on met cette bâche, on recouvre de litière et comme ça dès qu'on finit un lot de poussins en fait on la sort dehors, on passe un bon coup de jet, éventuellement même le pchit qu'on met pour désinfecter les cages et comme ça on repart sur un truc propre nickel avec aucune bactérie et comme ça en plus du coup il y a le soleil qui finit de tuer tout ce qui reste et je pense que c'est beaucoup plus hygiénique et plus pratique. Donc je vous montre juste les modifications qu'on a fait par rapport à l'année dernière. Donc déjà on a rajouté ça pour faire en gros un petit truc de stockage. Ici on pourra mettre le concassé qu'on a d'avance. Là j'ai rajouté ça pour pouvoir rajouter les outils. Bon voilà, j'ai juste mis ça parce que en fait il y a beaucoup de poussière quand même dans le garage vu qu'on y range aussi le bois. En fait juste ici on met notre bois parce que juste derrière ce mur c'est la chaudière où il y a la grosse chaudière centrale qui chauffe à la fois ma maison et la partie de ma grand-mère. Donc c'est vraiment une grosse chaudière ancienne. Et donc comme ça on a moins de trajets à faire avec le bois. Donc on le stocke directement ici. On peut mettre à peu près entre 30 et 40 stères quand c'est bien empilé, bien rangé. Donc ça apporte quand même pas mal de poussière. Donc bon, il faut faire régulièrement ici là parce que ça fait une poudre quand même, c'est pas terrible. Donc du coup, ce qui a changé aussi, c'est qu'on a enlevé toutes les pierres qui étaient là-bas pour descendre de à peu près un peu moins de 30 cm puisque là ça faisait tout un carré qui remontait, c'était des gros pavés qu'on va se servir, du coup je vous montrerai après, devant la bergerie pour paver le devant. Ensuite, j'ai enlevé aussi, on avait mis ça en fait qu'on n'a pas encore enlevé. Ça c'était dans le coin en fait, c'était pour garder un petit peu la chaleur, sauf que je pense que ça change rien. Et puis maintenant, on a quand même refait les fenêtres, bouché tous les trous là où je vous avais montré la boîte aux lettres. On a tout rebouché bien de façon isolée, on va dire. Donc normalement, il y a beaucoup moins de froid qui rentre dans le garage, donc il fait moins froid qu'avant. Et puis là, on va rentrer dans les beaux jours, donc avec la lampe comme ça, je pense que ça suffira. Le rayon est comme ça. Pour 37 poussins, je pense que ça ira. Après, ils se colleront tous les uns aux autres. Il fera de moins en moins froid. On a aussi une lampe supplémentaire ici. Là, vous avez l'impression que c'est très lumineux, mais bon, quand vous voulez aller voir un petit truc dans le coin là-bas et que vous voyez pas bien, bon, on a toujours notre petite lampe voilà, à côté. Et là, il faut juste qu'on rajoute aussi un petit grillage ici, puisque avant, c'était pour si on avait des chevreaux à nourrir. Et donc là, en fait, on comptait mettre un filet avec le foin pour qu'ils puissent se prendre le foin. Mais en fin de compte, comme on le convertit en poussinière, il faut que là, on fasse une plaque qu'on puisse enlever facilement avec le grillage pour pas que les poussins sortent par ici. Là, on a un nashi, donc ça, c'est la variété Ozui. Première fois que les fleurs ne gèlent pas. Alors, j'espère que ça va continuer. Donc, il se pollinise avec le poirier Williams, par exemple. Donc, ça tombe bien puisque j'ai mis 2 poiriers Williams de part et d'autre. Il y en a un tout là-bas qui est en train de fleurir et un derrière moi qui n'est pas encore en fleurs, qui est un petit peu en retard parce qu'il est un petit peu plus à l'ombre. C'est vraiment une très belle fleur, hein. Le nashi, vous pouvez même le mettre en ornemental, vous avez vu. Petite fleur bien découpée, c'est super joli. Donc voilà le fameux poirier Williams qui est aussi en train de fleurir à peu près en même temps que le nashi, donc ça devrait le faire. Donc là-bas il y a les oignons qui sortent, enfin qui sont déjà sortis, ça c'est les oignons d'automne. Bon là il y a les choux mais ils sont pas très beaux, ils sont en train de monter en graines j'ai l'impression. Ça c'est pas cool.
On a aussi fait notre gros stock de grains puisqu'il commençait à être sur la fin. Donc pour vous donner une ordre d'idée, pour 500 kilos, en tout on en a eu pour 150 €. En fait on a pris 200 kilos de maïs et 300 kilos de blé. Donc une fois qu'on a rempli tous nos bidons de stockage, on en passe au concasseur une partie pour les poussins, puisque là en fait au moment où vous voyez les images, les poussins n'étaient pas encore éclos, donc on a préparé en avance ce qu'il nous faudrait. Alors ça va vous paraître bizarre que je donne juste du blé et du maïs. Alors je sais, la majorité des gens vont vous dire qu'il faut des aliments complets, etc. Avant on prenait de la miette, et en fait j'ai changé ma façon de faire pour que ce soit un petit peu plus résilient entre guillemets, puisque dans les agriculteurs locaux, on a que blé et maïs en fait. On n'a pas févrole, tournesol, tout ça. J'ai essayé de faire du tournesol l'année dernière, j'en ai pas fait assez, donc ça ne suffira pas. Donc l'alternative que j'ai trouvée, c'est je fais mon concassage blé-maïs, et comme on a un excédent d'œufs, mais de ouf, hein, j'en ai donné plein, je me suis dit je vais cuire les œufs en œufs durs. Vous pouvez faire en fait une grosse casserole avec plusieurs œufs, puisque vous pouvez les conserver entre 4 et 5 jours au frigo. Donc je fais ma grosse casserole avec des œufs durs, et après je leur donne les œufs durs comme ça coupés en petits morceaux, et ils raffolent de ça, et du coup ça complète en fait la ration pour rendre le truc plus équilibré. Je mets aussi du verre que je hache finement, des orties, vous pouvez mettre plein de trucs en fait, de l'herbe, plein de choses, et on leur donne ça pour équilibrer la ration qui est en fait, si vous mettez que du maïs et du blé, c'est déficitaire en fait, on est d'accord. Mais nous ils vont aller très tôt en parcours herbeux, mais je vais quand même remettre un petit peu dans le contexte quoi. Il est bien évident que si vous êtes dans un petit parcours tout petit où il y a 3 brins d'herbe qui se battent en duel, ne faites pas comme moi, parce que sinon vos animaux vont être en totale carence. Moi, je vous parle d'un parcours ensuite qui est grand. Là, mes poules, elles sont au blé maïs, voire même des fois que au blé, mais par contre, elles ont quasiment 1 hectare de parcours, puisqu'en fait elles vont dans toute la pâture des moutons, plus la pâture des vaches de mon oncle. Donc elles ont vraiment une surface énorme, avec énormément d'excréments d'ovins, de caprins, de bovins. Donc dedans il y a plein de petits insectes. La prairie, elle est ultra riche. En plus c'est même pas des prairies semées, c'est des prairies 100% naturelles. Donc il y a une diversité incroyable de plantes et donc d'insectes. Donc elles ont un régime alimentaire ultra complexe, et en plus moi j'ai mis le tas de fumier en fait dans leur parcours, donc elles ont plein de vers, voilà, elles ont vraiment une grosse quantité de protéines et de lipides via les insectes et les vers qu'elles mangent. Donc ça faut vraiment bien le prendre en compte. Si vous avez un tout petit poulailler, une toute petite surface, ça n'ira pas, ils vont être en carence parce qu'ils vont pas trouver assez de vers. Et du coup, ça ne suffit pas. Le maïs, c'est pas assez équilibré. Normalement, il en faut 40% maximum dans la ration. Le blé, un peu moins de 30%, il me semble. Donc voilà, ne faites pas comme moi si vous n'avez pas exactement les mêmes paramètres.